Bonjour mesdames, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Cette femme, cette leader que nous allons recevoir a une petite touche dans le secteur alimentaire, sauf qu'aujourd'hui, elle est là pour nous parler d'un métier totalement différent, qui est le métier d'agent immobilier. Je pense que certains d'entre nous, si pour ne pas dire tout le monde, on a déjà eu à un moment ou à un autre affaire à un agent immobilier, soit pour louer, soit pour vendre, soit en tant que propriétaire pour mettre nos biens sur le marché. Et donc, Madame Yannel Minungu va venir nous parler du métier d'agent immobilier. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Yannel Minungu, agent immobilier. Ma société, c'est Yenenga Real Estate. Yenenga, en référence à mes origines burkinabées. Et sinon, le sigle, c'est Yeri. Alors, je vais vous entretenir sur le métier d'agent immobilier. À votre avis, qu'est-ce qu'un agent immobilier? Effectivement, l'agent immobilier, c'est un intermédiaire dans tout ce qui est bien immobilier, transactions immobilières. Au Bénin, il y a deux types d'agents immobiliers. Il y a les démarcheurs qu'on connaît tous et il y a les agences immobilières. La différence entre les deux, c'est quoi? Les démarcheurs, ce sont les précurseurs du métier. C'est eux qui étaient là avant. Au début, quand le métier n'était pas organisé. Et les démarcheurs, ils fonctionnent par zone en général. Quand vous voulez un bien dans telle zone, vous savez que vous arrivez dans la zone et vous cherchez le lieu où ils se regroupent. En général, il y a toujours 1, 2, 3 endroits par quartier où vous allez trouver des démarcheurs pour pouvoir leur faire vos demandes. Mais la difficulté avec les démarcheurs, c'est qu'ils sont dans le secteur informel et qu'ils sont plutôt motivés par le gain que par la satisfaction réelle du client. L'agent immobilier, par contre, est celui-là qui est beaucoup plus structuré déjà et qui maîtrise les règles juridiques, parce qu'il faut maîtriser les règles juridiques. Le droit immobilier, c'est un droit qui est particulier. L'agent immobilier est également un professionnel, c'est-à-dire que quand vous allez vers lui, vous avez une démarche qualité qui est différente. On ne va pas vous trimballer de bien en bien, vous proposer des biens qui ne répondent pas à vos critères. Voilà, c'est un peu ça le métier d'agent immobilier, c'est vraiment différent. On fait le même métier, mais de façon vraiment différente. Vous me demanderez, est-ce qu'il y a une formation pour devenir agent immobilier? Au Bénin, il n'y en a pas. Sous d'autres cieux, le métier est tellement bien structuré qu'il y a effectivement une formation pour devenir agent immobilier. Mais au Bénin, pour l'instant, la plupart des agents immobiliers, sauf un que je connais, sont des agents immobiliers qui sont arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe, moi y compris. Parce qu'à la base, moi j'ai une formation juridique, j'ai un master 2 en droit, et je suis arrivée dans le métier par passion, parce que je travaillais dans une étude notariale et mon notaire, mon patron, il faisait de la gestion immobilière pour le compte de tiers. Sauf que j'ai vite fait de déceler des incohérences, comment je vais dire ça? Je trouvais que ce n'était pas son métier de faire ce métier-là et que du coup, il n'y mettait pas le soin qu'il devait y mettre et qu'il ne le faisait pas de la façon dont ça devait se faire. Étant à l'intérieur, j'ai pu déceler ce qui n'allait pas. Donc, un matin, du jour au lendemain, j'ai claqué la porte, bon, pour d'autres raisons, et j'ai décidé, au bout d'un mois ou deux, d'ouvrir cette agence immobilière, de créer ma propre boîte et de me lancer dans l'inconnu. Ensuite, pour être agent immobilier, il faut avoir certaines qualités, parce que comme je dis, c'est un métier de contact. C'est un métier qui nous demande une certaine structuration. Au début, quand j'ai commencé le métier, je ne connaissais pas. J'ai eu la chance quand même de travailler comme franchisé d'une agence qui existait déjà. Donc, ce qui veut dire qu'on m'a mis le pied à l'étrier. Je ne suis pas rentrée dans ce métier au hasard. J'avais une agence à qui me référer pour qu'elle me montre les rouages du métier. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Sauf que, quand j'ai commencé, mon objectif, c'était véritablement de saisir toutes les opportunités.
en voulant saisir toutes les opportunités, à courir plusieurs lèvres à la fois. Comment c'est quoi les dictons? Qui mal étreint, qui mal embrasse, mal étreint, je sais pas, un truc comme ça. Qui trop embrasse, mal étreint. Voilà, c'est exactement ce que je faisais, c'est l'erreur que je commettais. C'est-à-dire que, c'était quoi? J'avais ma planification de la journée. Un client m'appelle aujourd'hui, tout de suite, il me dit, oui, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin d'un appartement de 3 chambres, un salon, à Fidjosset, budget 120 000 et tout. Je laisse absolument tout ce que j'étais en train de faire et tout ce que j'avais planifié de faire et je commence à courir partout. Je commence à appeler mes démarcheurs pour leur demander « Ah, est-ce que tu as tel, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça ?» Sauf que je ne prenais pas le temps d'analyser la demande, ça c'est un. Je ne prenais pas le temps de sécuriser la demande, ça c'est deux. Et surtout, je ne prenais pas le temps de planifier dans le temps, justement, la satisfaction de cette demande-là. Ce qui fait que quoi? Je commence ma journée, j'ai planifié ma journée, un client vient, il tombe comme un cheveu sur la soupe, il me fait sa demande, je lâche tout ce que j'avais à faire qui sont quand même des urgences, je saute sur l'occasion parce que, bon, j'ai des factures à payer, j'ai ci, j'ai ça, parce que quand un client m'appelle, à l'époque, comme je venais de commencer, mon objectif c'était « Ah, tiens, il faut que je satisfasse sa demande pour gagner de l'argent. » C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, il ne faut pas courir après l'argent. Et c'est ce que je faisais. Mais comme nous sommes au Bénin et que les clients ne sont pas très disciplinés, ce qui arrivait le plus souvent, c'était que quoi? Moi, je cherche, je lâche tout ce que j'ai à faire, je commence à chercher, j'ai peut-être des options pour le client, je l'appelle, je lui dis « Ah, monsieur, c'est bon, j'ai trouvé pour vous, est-ce que je vous envoie les images, est-ce que vous pouvez venir visiter ?» Et là, bam, on me dit « Ah oui, non, madame, en fait, j'ai déjà trouvé parce que j'avais demandé à des démarcheurs. Ça m'est arrivé quelques mois, je n'avais pas vite compris. » Puis finalement, je me suis dit « Ok, bon, il faut que ça s'arrête, je ne peux pas continuer comme ça. Je perds du temps, je perds de l'énergie, je perds ma crédibilité aussi finalement, enfin, envers moi-même. » Et donc, en discutant avec d'autres agences immobilières, on a mis en place un système. C'est que désormais, quand un client nous appelle, on prend la demande, on analyse déjà si cette demande-là est cohérente par rapport au marché. Parce qu'un client qui t'appelle, qui te dit je cherche un appartement de 3 chambres, un salon, tout confort, machin, dans un quartier comme la Haye-Vive, et qui te dit qu'il a un budget de 100 000 francs, je suis désolée. Si tu n'es pas capable en tant qu'agent immobilier de lui dire « Monsieur, votre demande elle est irréaliste », ce n'est pas la peine. Mais il faut savoir le dire. Tu ne vas pas dire au client oui, mais vous êtes inconséquent, ce n'est pas possible. Donc, il faut le savoir-être avec les clients. L'une des qualités qui est importante également pour être agent immobilier, c'est maîtriser l'évolution du marché local. Toujours s'informer. Ce n'est pas facile d'avoir l'information en temps et en heure, mais il faut tout faire pour. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai développé un réseau de démarcheurs, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, on ne peut pas faire sans eux. J'ai développé un réseau avec les démarcheurs et en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai des demandes dans telle ou telle zone, je sais que je peux appeler tel ou tel démarcheur. Je ne perds plus de temps. Vous voyez? Et par exemple, quand il y a une zone que je ne maîtrise pas, et un client vient me voir, par exemple, et me dit « Madame, alors je cherche un bien ou alors je voudrais vendre un terrain dans tel domaine, dans tel quartier, à combien je pourrais le vendre ?» On n'est pas supposé tout savoir. Il faut savoir où chercher la bonne information. Il faut savoir quel bouton appuyer pour avoir la bonne information. Donc, si tu as un bon réseau de démarcheurs, un bon réseau d'agents immobiliers, parce qu'il n'y a pas que les démarcheurs, on fonctionne également en réseau, les agences immobilières, tu peux obtenir des informations qui sont plus ou moins fiables. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le métier d'agent immobilier tend à être réglementé. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de la loi sur le bail à usage d'habitation qui fixe la caution à 3 mois. Eh bien, dans cette même loi, il y a une réglementation liée
au métier d'agent immobilier. Il faut le savoir. C'est la loi du 2 juillet 2018. Et cette loi fixe les conditions pour être agent immobilier. Évidemment, la machine étatique est un peu lente. Cette loi est de 2018. Aujourd'hui, les conditions qu'ils ont eux-mêmes imposées ne sont pas encore une réalité. Mais nous savons que ça vient. Ce qui veut dire que ce métier qu'on fait aujourd'hui un peu de façon arbitraire est un métier qui tend à se professionnaliser. J'aimerais aussi que vous sachiez que les agents immobiliers, les agences immobilières se sont regroupées en associations. Donc, il y a une association qui s'appelle l'Association nationale des agents immobiliers du Bénin, la NAIB, qui travaille avec le ministère justement pour professionnaliser le métier et qu'on arrête avec, qu'on arrive à quelque chose qui soit conséquent. Et que comme dans d'autres pays, on ait un métier qui est valorisé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis tu es agent immobilier, tout de suite, on t'assimile à un démarcheur. Je vais vous donner une anecdote. J'ai une cliente la dernière fois qui m'appelle et qui me dit « Ah, j'ai telle demande, j'ai besoin d'un appartement à tel endroit pour tel prix. » OK, je lui dis « OK, c'est noté. Votre demande, elle est cohérente, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que vous passiez à l'agence, signiez une fiche de demande et que vous payiez les frais de dossier. » Oui, parce qu'aujourd'hui, je prends des frais de dossier. Je ne l'ai pas toujours fait, mais aujourd'hui, je prends des frais de dossier. Pourquoi? Je vais vous revenir à ça après. Donc, je lui dis qu'il faut qu'elle passe à l'agence payer des frais de dossier. Et tout de suite, sa réaction a été de dire « Ah oui, mais non, pourquoi vous voulez que je paye les frais de dossier? Il n'en est pas question, j'ai des démarcheurs à qui je peux demander et tout ça. » Je dis « Ok, pas de souci. » Comme c'est quelqu'un que je connais bien, je lui ai un peu dévoilé ma cuisine interne. Je lui ai dit « Alors ma chère, tu sais, en tant qu'agence immobilière, j'ai des charges à payer. Toi, tu me fais ta demande, ok? Tu voudrais que je fasse ci et ça pour toi. Mais qu'est-ce qui me garantit pas que? Qu'est-ce qui me garantit que, après m'avoir fait ta demande, tu ne vas pas appeler une autre agence immobilière, tu n'iras pas voir un démarcheur, tu n'iras pas faire ci, faire ça. Moi, je vais travailler pour toi. Les démarcheurs qui vont me montrer éventuellement les biens que je vais te proposer, il faut que je les paye. Mon collaborateur qui va aller faire de la prospection pour toi, il faut que je lui mette l'essence dans sa moto. Le téléphone qu'il va utiliser pour appeler des démarcheurs ou faire de la prospection, il faut qu'il ait du crédit dedans. OK? Et pendant tout ce temps, il ne travaille pas sur un autre dossier. Donc, aujourd'hui, je prends des frais de dossier parce que je n'ai pas la certitude que, à la fin, toi, non seulement tu vas traiter avec mon agence au final, mais dans ce temps-là, pendant ce temps-là, moi, j'ai quand même fait le travail pour lequel tu m'as mandaté. Les frais de dossier sont remboursables si je te trouve le bien que tu cherches. Elle a dit non. Elle m'a dit, je ne paye pas de frais de dossier, je vais demander au démarcheur. J'ai dit, soit. Et en fait, j'ai instauré cette politique pour faire un tri. Parce que, en fait, les clients qui sont réellement intéressés, les clients qui ont un réel besoin et qui comprennent en fait que votre métier, qui donnent de la valeur à votre métier, qui comprennent que votre métier est un métier particulier, ils ne rechignent pas à payer des frais de dossier. Il y en a qui rechignent et qui paient des frais de dossier et qui sont relativement chiants parce qu'ils ont payé des frais de dossier, mais ceux-là, on les gère également. Les clients qui refusent de payer des frais de dossier, je ne gère pas leur dossier. C'est simple. Maintenant, il y a des clients à qui tu ne peux pas demander des frais de dossier. Ça dépend. Un client qui vient te voir et qui te... Une institution internationale, par exemple, qui vient te voir et qui te dit « j'ai tel besoin ». Déjà que les choses sont relativement carrées avec les clients institutionnels, à la limite, tu es un peu plus sécure. Donc, dépendamment de quel type de client c'est, je prends ou je ne prends pas les frais de dossier, j'analyse. Donc, il y a les frais de dossier à payer quand vous venez me voir. Et ensuite,
Si, par exemple, vous avez une demande de location, vous venez à l'agence, vous payez les frais de dossier, vous remplissez la fiche de demande. Sur la fiche de demande, je mentionne en même temps le montant ou le pourcentage de la commission. Parce que c'est des choses qui peuvent être sujettes à polémique après. Je n'ai pas toujours fonctionné comme ça. C'est encore une fois, c'est les expériences qui te permettent d'ajuster ton mode de fonctionnement, qui te permettent de dire, OK, désormais je fais comme ça, désormais je fais comme ça. Au début, je ne faisais pas. Et à la fin, tu dis au client, parce que tu considères que c'est de notoriété publique qu'il faut payer un mois de loyer, mais il y a des clients qui sont de très bonne foi et qui vont te dire, ah ouais, mais non, je ne savais pas, vous ne m'avez pas dit. Donc aujourd'hui, j'essaye de mettre des garde-fous, ce n'est pas toujours évident. Parce que des fois, tu as des clients, souvent tu as des clients qui t'appellent, c'est souvent par téléphone que les demandes elles viennent. Donc tu n'as pas forcément tout le temps l'occasion de formaliser la demande. Mais aujourd'hui, même par mail, je formalise. Alors, vous me demanderez dans quel domaine on fonctionne en général. L'agent immobilier fonctionne pour plusieurs types de demandes. Un client peut venir et avoir besoin d'acheter un bien. L'agent immobilier est en mesure de lui trouver le bien qu'il souhaite acheter, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ce soit, quel que soit ce que c'est, un terrain agricole, etc. La vente, de la même manière que l'agent immobilier peut vous aider à acheter un bien, l'agent immobilier peut également vous aider à vendre un bien. Il peut vous aider à louer un bien en tant que... Bon, moi, je fais la différence entre les clients propriétaires et les clients simples. Donc, en tant que client simple, vous avez un besoin de location, vous venez et on vous aide à trouver un bien dans lequel vous allez habiter. Ou vous avez besoin d'un local commercial, vous avez besoin d'un magasin, vous avez besoin d'un bureau, on peut vous aider à faire ça. Vous êtes propriétaire, vous n'avez pas envie de gérer les relations avec les locataires, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous dire « Ah ouais, c'est bientôt la fin du mois, il faut que je relance mes locataires pour qu'ils payent à temps, etc. Ah, il faut que je paye mes impôts, oh là là, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt. » Vous n'avez pas envie de vous stresser au quotidien avec la gestion de votre bien immobilier. L'agent immobilier est en mesure de vous aider à gérer ce bien-là, moyennant une rémunération qui est infime, on va dire, parce que ce n'est que 10% du loyer mensuel. Pour vous éviter, pour vous assurer de la tranquillité, si vous voulez. Et vous avez envie d'investir également, vous avez un terrain et vous avez un projet d'investissement dans une zone. Ça, c'est un volet du métier d'agent immobilier que les gens connaissent peu. Je pense qu'il faut faire appel à un agent immobilier. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier est celui qui connaît la configuration de la zone, qui connaît les spécificités de la zone dans laquelle vous voulez implanter tel ou tel projet. C'est celui qui sera capable de vous dire, OK, dans ce quartier-là, il serait plus intéressant de faire de la location, de l'habitation. Dans ce quartier-là, il serait plus intéressant de faire un projet de bureau. Donc, pour avoir un retour sur investissement plus intéressant, vous pouvez venir vers l'agent immobilier pour qu'il vous conseille sur votre investissement. Il sera plus à même de vous dire ce qu'il faut faire à tel ou tel endroit. Donc, voilà. En conclusion, faites appel à un agent immobilier parce que vous gagnerez du temps. Vous aurez un accompagnement qui sera personnalisé. Vous aurez en face de vous quelqu'un de professionnel qui pourra vous donner des détails précis. Et vous aurez quelqu'un également qui pourra sécuriser vos transactions. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Le plus rentable et le moins prise de tête dans mon métier. Une grande question, hein? Alors, je pense que le plus... Est-ce que je vais dire le plus rentable? Si je dois dire le plus rentable, je dirais les opérations d'achat et vente. Parce que ce sont les opérations qui vous permettent de gagner de l'argent de façon conséquente en une fois.
mais ce sont des opérations qui ne sont pas courantes, donc, et qui ne sont pas forcément moins prises de tête. Parce que nous sommes dans un environnement où le foncier n'est pas encore totalement sécurisé. Donc, en tant qu'agent immobilier, vous prenez tout de même un risque. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le parti de ne pas forcément aller vers ce type de demande parce que je ne veux pas de problème, si vous voulez. Je le fais de façon très résiduelle quand il y a des besoins spécifiques, mais ça n'empêche pas d'avoir des mauvaises surprises. Parce que le milieu, le foncier n'est pas encore totalement sécurisé au Bénin. Le gouvernement y travaille. Franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais pour l'instant, moi, c'est un volet que je mets légèrement de côté. Je ne ferme pas la porte, mais je ne fais pas de la promotion de ça. Maintenant, le volet qui sécurise le plus l'agent immobilier, c'est la gestion immobilière. Parce que c'est ce métier-là qui vous permet d'avoir une rémunération fixe, qui vous permet d'avoir à la fin du mois une rémunération fixe puisqu'elle est indexée sur les loyers que vous collectez. Donc, si vous avez 5 millions de loyers à collecter tous les mois, vous avez 500 000 de rémunération tous les mois et c'est clair. À vous de travailler pour que vos locataires y payent régulièrement le loyer et qu'il n'y ait pas de décalage. Ça, c'est le métier qui est le plus sûr pour l'agent immobilier. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, mon agence est à Cotonou. Non, je ne me limite pas à Cotonou pour la simple et bonne raison que l'agent immobilier, il a une dimension nationale. Et moi, je me donne cette dimension nationale-là. Et d'autant plus que, comme je fais partie d'un réseau d'agents immobiliers, j'ai l'opportunité de travailler avec des agences immobilières qui sont en dehors de Cotonou. Donc, pas forcément besoin de me déplacer pour répondre à une demande. J'ai également la possibilité de travailler avec des agences immobilières qui sont en Côte d'Ivoire et au Togo. On est en train de faire des partenariats. Donc, voilà. OK, la sécurisation, c'est déjà par rapport au fait que vous payez des frais de dossier. Le fait de payer des frais de dossier vous engage, vous. Comment je vais dire ça? C'est psychologiquement, le client, quand il a payé des frais de dossier, psychologiquement, il se dit, OK, j'attends quelque chose d'elle. Donc, il est, disons, plus fidèle. Il va attendre que vous lui fassiez des retours, en réalité. Il ne va pas aller de part et d'autre. Il peut le faire, hein, parce qu'il y en a qui le font quand même. Mais déjà, ça retient légèrement le client, parce que celui qui a déboursé son argent, il veut le résultat. Donc, il devient plus exigeant vis-à-vis de vous, agent immobilier, à qui il a donné son argent. Même s'il sait que derrière, quand vous allez lui trouver le bien, vous allez lui rembourser cette quote-part que vous avez prise. C'est comme une avance sur prestation, si on veut. Alors, c'est vraiment un forfait. Par exemple, pour les particuliers, je prends 15 000 francs de frais de dossier et pour les entreprises, je prends 30 000 francs de frais de dossier. Je vais vous donner un exemple. Un démarcheur à qui vous faites une demande et qui vous montre un bien, par exemple. Quand vous allez visiter ce bien, vous lui payez 2 000. C'est ce qu'ils disent. Je ne paye pas forcément à tous les démarcheurs parce qu'il y en a aujourd'hui avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui ne vont plus me demander de leur payer des frais de déplacement, mais on les défraie quand même dans tous les cas parce que eux, ils n'ont pas forcément des gestions. Donc, qui peuvent les sécuriser financièrement. Et ils dépensent quand même autant. Leur énergie, leur téléphone, leur essence, etc. Donc, il ne faut pas être non plus, faut pas être ingrat. Et moi, je considère que si eux, ils n'étaient pas sur le terrain, j'aurais un peu plus de mal à faire mon métier. Donc, je tiens compte de cela pour quand même leur donner quelque chose quand ils s'échinent pour que nous, on puisse satisfaire nos clients. Ça peut aller très vite. Par exemple, j'ai eu une demande d'un client. Je l'ai rencontré avant-hier dans ses bureaux. J'ai fait signer la fiche de demande. Lui, par contre, c'est un institutionnel, mais je ne lui ai pas fait payer des frais de dossier.
Vraiment, ça dépend. C'est pas une bonne chose, hein. Je suis en train de travailler à vraiment que ce soit quelque chose qui soit un vrai process. Parce que pendant longtemps, j'ai travaillé seule, donc je faisais un peu à ma manière. Aujourd'hui, j'ai du personnel que je forme et à qui j'inculque une certaine manière de travailler. Donc, ça me demande d'être un peu plus rigoureuse et ça me demande de véritablement installer des process. Sinon, si en tant que chef d'entreprise, c'est moi qui tords le cou aux règles, c'est pas toujours évident. Ce client-là, je ne lui ai pas pris de frais de dossier parce que la personne qui me l'a envoyé, je ne pouvais pas lui prendre de frais de dossier, en fait. Tout simplement, je ne peux pas expliquer ça. C'est... OK. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je ne lui ai pas pris de frais de dossier. Toutefois, je lui ai fait signer une fiche de demande et sur laquelle j'ai mis toutes les conditions. Et je l'ai rencontré avant-hier et hier, j'avais déjà des propositions à lui faire. Donc, ça peut aller très vite, ça dépend de la demande. Il y a des demandes qui sont un peu plus compliquées à satisfaire parce que, quoi qu'on dise, nous n'inventons pas le bien. Le client qui fait sa demande, il fait sa demande en fonction de ce qu'il souhaite, mais il n'a aucune idée de ce qui existe réellement sur le marché. Donc, à un moment donné, c'est nous, en tant qu'agent immobilier, en tant que professionnels, quand on a reçu cette demande, a priori, des fois, les demandes nous paraissent réalistes parce qu'on a déjà eu à tomber sur des biens qui remplissent ces conditions-là. Mais le marché de l'immobilier étant quelque chose qui est fluctuant, à un moment T, tu peux avoir des biens qui répondent à la demande parce qu'il y a beaucoup de biens qui se sont libérés entre-temps ou qu'il y a eu construction, etc. Mais à un autre moment T, pour la même demande, tu peux avoir du mal à trouver. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a actuellement sur le marché. C'est pour ça que notre métier, on n'a pas forcément une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Parce qu'on ne peut pas créer le bien qui n'existe pas. Maintenant, une fois qu'on a la demande du client, qu'on a prospecté 2-3 jours et qu'on se rend compte que, alors là c'est un peu compliqué, ce que vous demandez, il n'y en a pas, ou s'il y en a, mais c'est plus cher, ou il y en a, mais ce n'est pas dans le standing que vous demandez, à ce moment-là, on revient vers le client, on lui fait un point à mi-parcours et on lui dit, attention, si vous voulez exactement ce que vous demandez, il va falloir faire un effort sur le budget, ou alors il va falloir faire des concessions par rapport à vos critères pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Un client qui te demande, par exemple, hier j'ai eu, pas une prise de bec, mais j'ai recadré un client. Oui, je l'ai recadré parce que ça fait 2 mois qu'il me pourrit la vie, entre guillemets. Non, c'est un client qui a un besoin de 2 chambres, un salon, et qui a un budget de 100 000 francs et qui cherche à Akpakpa. Contrairement à ce que les gens pensent, Akpakpa n'est pas si moins cher que ça. Donc, dès qu'il a fait la demande, ayant fait une prospection précédente, je lui ai dit, s'il veut le bien qu'il souhaite, dans le 110 qu'il souhaite, il faut qu'il rajoute 20 000 pour être sûr que je lui trouve ce qu'il veut. Il m'a dit, non, j'ai un budget de 100 000, machin, et tout ça. Je dis, OK. On a commencé à chercher, on a trouvé des choses, mais qui ne correspondent pas à son standing. Dans un premier temps, il a annulé la recherche parce que l'argent qu'il avait mis de côté pour faire la demande, il l'a dépensé. Donc, je l'ai rassuré, je lui ai dit, OK, vous avez payé les frais de dossier, on a fait de la prospection, certes, vous ne pouvez plus prendre le bien pour l'instant. Quand vous serez prêt, revenez, je ne vous ferai plus payer les frais de dossier. Ça l'a rassuré, il est effectivement revenu. Il est revenu il y a 1 semaine, on a recommencé une prospection et même problème, il faut qu'il ait 120 000 en réalité. Il ne veut pas. Il veut un balcon, il veut un garage, il veut tout. On lui a trouvé un bien qui correspond à son besoin. Et mon collaborateur qui m'appelle avant-hier, qui me dit, Madame, j'en peux plus. Il me dit qu'il n'y a pas que la cuisine communique avec le salon. Je dis, mais c'est quoi? La cuisine communique avec le salon, ça lui pose un problème. La première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, bon, vas-y, c'est bon. Va chercher ton bien, toi-même, j'en peux plus. Mais évidemment, comme maintenant, avec le recul, on ne réagit plus au quart de tour, on laisse l'orage passer avant d'appeler le client.
Donc, je l'ai appelé hier seulement et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a expliqué, je dis, vous savez, voilà. Votre demande, elle est, on a dit depuis le début que si vous voulez avoir exactement ce que vous voulez, il faut 120 000 francs. Si vous ne pouvez pas faire l'effort sur 120 000 francs, il va falloir que vous fassiez l'effort sur vos critères. Ce n'est pas évident de trouver des balcons à Cotonou. C'est maintenant que les gens construisent et qu'ils tiennent compte du fait qu'il faut des balcons ou des jardins ou des machins. Et deuxièmement, cette histoire de cuisine, de configuration et tout, il va falloir me lâcher quelque chose. Parce que malheureusement, je ne construis pas. Ce n'est pas moi qui construis. Et vous non plus. Donc, vous allez devoir faire avec ce qu'il y a sur le marché. Donc, il a compris, il s'est excusé. Il m'a dit, OK, d'accord, je vais à 120 000 à condition que les charges soient comprises et que, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? et qu'il ne fera plus attention à la configuration, qui veut juste ça. Je dis, d'accord. Donc, maintenant, on est revenu dans de... On s'entend maintenant. Là, je pense que je vais pouvoir satisfaire sa demande. Alors, les frais de dossier, en général, quand je prends une demande client, moi, je me donne un mois maximum pour la satisfaire, la demande. Parce que, normalement, si la demande, elle est réaliste par rapport au marché, je n'ai pas besoin d'autant de temps pour la satisfaire. Si en face de moi, j'ai un client qui est rationnel et qui comprend, qui est ouvert d'esprit et qui n'est pas trop tatillon sur un certain nombre de choses, parce que, encore une fois, ce n'est pas lui qui a construit. C'est vrai qu'il a des exigences, mais voilà. Ça dépend des clients que tu as en face de toi. Maintenant, il m'arrive aussi d'abandonner des dossiers et de dire au client que j'ai atteint la limite de ce que je peux lui proposer. En général, quand il faut savoir le dire, hein, c'est pas toujours aisé, mais le client, à un moment donné, il se rend bien compte qu'il est difficile. Il le reconnaît, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi au client et lui dire, écoutez, là, vous avez vu, on vous a fait des propositions, c'est ce que je peux vous faire comme proposition avec le budget que vous avez. Si vous voulez mieux, si vous voulez moins bien, enfin, à un moment donné, il faut arbitrer. Donc, en général, ce que je dis aux clients quand je leur prends des frais de dossier, c'est que je vais leur proposer au minimum 3 biens qui entrent dans leurs critères. Le qui entre dans leurs critères a son importance parce que, contrairement aux démarcheurs, moi, quand je fais de la prospection, je visite en préalable autant que possible. Il y a des propriétaires qui n'aiment pas faire visiter aux agences et qui préfèrent avoir le client directement. Mais autant que possible, tant que c'est possible, je fais une prévisite pour m'assurer que les critères que le client m'a énoncés, ils sont pour la plupart respectés. Donc ça, c'est le premier volet lié au temps de traitement du dossier. Le deuxième volet, je ne sais plus du coup. Oui, un dossier ne peut pas traîner chez moi plus de 3 mois. Encore une fois, puisque je suis en contact avec le client et je le mets à jour au fur et à mesure de mes recherches. Donc, à un moment donné, si je considère que la demande n'est pas réaliste, je le lui dis clairement et il comprend. Et je passe à autre chose. Maintenant, les frais de dossier ne sont pas remboursables. Ils sont remboursables uniquement si on trouve le bien et que derrière, on est rémunéré. Pour que le client n'ait pas le sentiment d'avoir payé 2 fois. Non, là vous confondez. Si on part sur une location simple, ok, vous êtes cliente, vous avez besoin de louer un appartement, ok, vous payez vos frais de dossier, d'accord? Soit je trouve le bien qui vous convient. À ce moment-là, je vous rembourse les frais de dossier que vous avez payés. Si je ne trouve pas le bien qui vous convient, ce ne sera pas parce que je n'ai pas cherché. Ce sera parce que les circonstances ou les circonstances font, oui, l'offre ne correspond pas à votre demande. Et à ce moment-là, je ne rembourse pas les frais de dossier. Il y a des clients qui tempêtent et tout ça. Bon, à ce moment-là, on arbitre, on voit comment on peut faire. Mais comme les frais de dossier servent à gérer des charges,
des charges incompressibles, en général, ils ne sont pas remboursés. Et le client, il le sait à l'avance, en réalité. En fait, moi, je propose une gestion immobilière à 360 degrés. C'est-à-dire que vous avez un immeuble vide que vous venez de construire. Il n'y a pas de locataire dans l'immeuble. On fait de la recherche de locataires. Ensuite, on s'assure de collecter les loyers tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les semestres, ça dépend. Ensuite, on s'assure de gérer tout ce qui concerne les travaux, c'est-à-dire le turnover de locataires. Quand un locataire part et qu'il y a des travaux à réaliser, que le locataire est supposé réaliser, mais s'il ne le réalise pas, avec la caution, nous on fait ce qu'on a à faire, on réalise les travaux et on s'occupe de trouver un nouveau locataire dans le bien. Donc, on gère tout ce qui est le turnover de locataires. Et puis également, je peux m'occuper de faire la déclaration d'impôt. La déclaration d'impôt, mais ce n'est pas moi qui signe, c'est le propriétaire qui signe. Mais je peux lui pré-remplir sa fiche de déclaration, par exemple, dépendamment du montant de loyer qu'il perçoit, etc. Parce qu'il faut savoir que tous les propriétaires, en dehors de l'impôt foncier qu'ils payent, ils doivent payer un impôt lié au revenu locatif. Donc, c'est vraiment à tous les volets dont il ne veut pas s'occuper. Maintenant, moi, j'ai un mandat de gestion immobilière qui énumère tous ces points-là. Le propriétaire qui a besoin de moi pour gérer son bien, lui, il décide de « Ok, je vous donne un mandat pour faire ça, ça, je m'en occupe. » Donc, ce n'est pas… J'ai autant de mandats que de gestion en réalité. Parce que, en fonction de celui que vous avez en face, il va vouloir peut-être faire sa déclaration d'impôt lui-même, ou alors il va vouloir faire tout, je ne veux rien savoir. À la fin du mois, je veux juste avoir mes loyers dans mon compte et basta. Donc, ça dépend vraiment du propriétaire. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, non? Non? Vous êtes sûr? Elle a tout, ouais. Merci beaucoup, Yannel. Merci, Lauriane. D'avoir expliqué le métier d'agent immobilier.